Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous ouvrons le troisième et dernier volet de notre série d'émissions consacrées aux légumineuses et aux protéines végétales. Et ce troisième volet est consacré au rôle fondamental que joueront les cultures de légumineuses dans l'agriculture de demain, pour rendre les sols plus fertiles, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, bref, pour aller vers une agriculture durable qui contribuera aussi à la lutte contre le changement climatique. Ça fait quand même beaucoup de choses, c'est un beau défi. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Marie-Hélène Geoffroy, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche à l'unité agronomie de l'INRA Versailles-Grignan. Benjamin Lamère, vous êtes agriculteur, vous êtes également agronome, vous êtes auteur du site ferme-lamer.fr. Je veux vraiment le signaler parce que c'est un site où vous présentez votre vision d'une agriculture moderne et c'est un site que je recommande vraiment à tous. Voilà, et puis Arnaud Gauffier, bonjour, vous êtes responsable du programme Agriculture et Alimentation à WWF France. Mais tout de suite, pour se mettre en bouche, je vous propose de vous emmener chez Michel Vaudour. Il est agriculteur en Indre-et-Loire et vous allez voir, c'est un sujet, si j'ose dire, qui envoie du poids. Michel Vaudour est agriculteur en Indre-et-Loire, juste à côté de Tours. Il cultive des céréales et des légumineuses. Aujourd'hui, on va récolter du pois d'hiver. C'est une culture qu'on associe un petit peu dans notre rotation. Ce que l'on appelle une rotation, c'est une succession de cultures. Dans la région, c'est plutôt colza, blé, orge. Et pour étaler un peu cette rotation, on peut introduire du pois, d'hiver ou de printemps, comme le fait Michel Vaudour. Oui, ça fait une vingtaine d'années que je fais du pois, plus particulièrement du pois de printemps et depuis quelques années du pois d'hiver avec les nouvelles variétés. Voilà. Les nouvelles variétés de pois d'hiver résistent mieux au gel et ne se plaquent pas au sol, ce qui les rend plus faciles à récolter. Enfin, sauf cette année car il a tellement plu que les pois se sont couchés sous la masse d'eau. En introduisant du pois, on va plus loin dans la rotation et la succession des cultures, on va sur 4 ans. Cette succession de plantes différentes qui n'ont pas les mêmes périodes de croissance et de semis permet de limiter la progression des mauvaises herbes, adventices dans le jargon, et des maladies. Et comme le pois d'hiver fleurit plus tôt que le pois de printemps, la gousse a plus de temps pour se former et généralement, le rendement est meilleur. C'est surtout l'étalement aussi du travail, c'est-à-dire que la récolte est plus précoce qu'une récolte traditionnelle, les semis sont plus tardifs, donc ça permet d'étaler le travail toute l'année. En ayant une récolte précoce, on peut enchaîner sur une autre culture. Cette année, ce sera du sarrasin. Le pois permet à la fois de faire une autre culture et cette culture de sarrasin peut se récolter. Et ce sarrasin va donc, c'est ce qu'on appelle le blé noir, enfin peut aller pour fabriquer des galettes de sarrasin en Bretagne par exemple. Des galettes. En plus de couvrir le sol, le sarrasin régale aussi les abeilles, puisqu'il fleurit durant l'été, période où les butineuses n'ont pas grand-chose à se mettre sous la dent. Et d'ailleurs, cette deuxième culture, on peut la faire sans avoir à travailler le sol, puisqu'on peut semer directement derrière un pois. Ça limite l'érosion et favorise le stockage de carbone dans le sol. La culture elle-même, elle ne dégage pas plus de marge qu'une culture traditionnelle. L'atout, c'est qu'elle permet à la fois de nettoyer un peu les sols, elle permet aussi de stocker de l'azote, parce que le pois absorbe l'azote de l'air, les stocke dans des nodosités, et cet azote va être libéré pour la culture suivante. Et donc on met moins d'azote dans les sols derrière une culture de pois d'hiver ou de printemps d'ailleurs. Et sans perdre en rendement, même en gagnant en rendement. Reprenons. Depuis qu'il plante des pois, Michel Vaudour fait moins de travail du sol, utilise moins d'engrais, moins de produits phytosanitaires. C'est pas mal comme bilan. Alors le pois, aujourd'hui, on essaie de développer un peu ces cultures parce qu'il y en a besoin à la fois pour l'alimentation animale, pour notamment avoir de la protéine française et non importée, puis aussi pour l'alimentation humaine, puisque les pois, quand ils sont bien jaunes, ils peuvent être commercialisés pour l'alimentation humaine dans des fabrications de plats alimentaires. Et ça, c'est un argument de poids. Un petit jeu de mots qu'on ne pouvait pas éviter, évidemment.
Benjamin Lamère, dans votre ferme, vous cultivez du blé, du maïs et également une légumineuse, le soja. Tout à fait. C'est bien ça. Est-ce que vous en tirez les mêmes avantages, les mêmes bénéfices qu'on voit dans le reportage avec Michel Vaudour? On peut faire un copier-coller oui, sur ma ferme. copier-coller. Un copier-coller, oui, il n'y a pas de souci. Avec le soja, ça marche pareil? Ça marche pareil. C'est une caractéristique botanique en fait, de la plante. C'est la légumineuse, cette plante qui est capable de fixer l'azote. Elle a aussi des très bonnes racines qui descendent très bien dans le sol. Donc elles font quelque part le travail du sol que ferait une charrue. Donc on évite de passer la charrue après un soja. Moi, en tout cas, je ne fais jamais. Je laisse faire les vers de terre. Il y a plein de racines qui restent au fond de la terre, qui vont nourrir les vers de terre, qui vont travailler à aérer le sol eux-mêmes. Et en plus, ça va me donner plein d'azote pour la culture d'après, parce que ces plantes ont cette capacité-là de fixer l'azote de l'air naturellement. Voilà, et donc elles travaillent pour nous. Et, elles travaillent pour vous. On fait des économies d'engrais, on fait des économies de travail du sol. C'est fabuleux comme plante. Ça fait tout seul. Mais pourquoi vous avez choisi le soja et pas le pois? Parce que en fait, c'est entasser un tas de pois au fond de ma ferme, ça ne m'intéressait pas forcément si je ne pouvais pas le vendre. Donc ce qui se passe, c'est qu'il y a une usine à 10 km de chez moi qui transforme les graines de soja en lait de soja, en jus de soja. Et donc, c'est des contrats avec cette usine qui ont permis de développer la culture dans ma région et de pouvoir avoir cette légumineuse-là qu'on voit fleurir un peu partout dans nos champs. Donc c'est du soja à la fois à destination animale et à destination... Alors c'est essentiellement une destination humaine. Humaine? Oui, c'est du lait de soja qu'on peut retrouver après dans les supermarchés. Au petit déjeuner, le soir, avant de se coucher, etc. Enfin, à toute heure, on peut en boire. Et il se trouve que les coproduits, il reste un petit peu des résidus pour transformer le soja en lait de soja. Ces coproduits-là vont dans l'alimentation animale, en plus des élevages de la région. D'accord. Mais alors c'est vraiment bien pour un agriculteur de cultiver aussi une légumineuse comme ça. Mais est-ce qu'il y en a différents types où on pourrait tirer les mêmes avantages en France? Toutes les légumineuses, on a parlé du soja, on a du pois, on retrouve les mêmes avantages. On peut parler des lentilles, on peut parler du pois chiche, on peut parler du haricot tarbais. On peut parler de ce qui sert à faire le cassoulet à Castelnaudary. Enfin, on a une richesse dans tous les territoires en France qu'on peut valoriser et on peut transformer du coup. Enfin, on peut les faire entrer en plus facilement dans l'alimentation de nos concitoyens. Enfin, c'est déjà quelque part une partie de la partie est gagnée quand les gens ont déjà l'habitude de manger ces produits-là. On a quelque part les débouchés, on a le savoir-faire. Ce qui manque parfois, c'est un petit peu peut-être le prix pour rémunérer le producteur et qu'il puisse faire cette culture-là à la place d'une autre. Ah, d'accord, ça, on va y revenir aussi. Marie-Hélène Geoffroy, dans le reportage, là, Michel Vaudour nous dit les pois absorbent l'azote de l'air. C'est un mystère, ça. Racontez-nous en quelques mots, simplement, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est pas un mystère, en fait. Pas pour vous, mais pour nous. Il y a des bactéries dans le sol qui vont entrer en symbiose avec les plantes. C'est-à-dire, finalement, les bactéries, elles vont utiliser certains produits des plantes, notamment des sucres, et elles vont utiliser ça pour capter effectivement l'azote de l'air, fixer l'azote de l'air et le transformer en des molécules que la plante va pouvoir assimiler. Donc, ça évite de mettre de l'engrais azoté. Ça évite de mettre de l'engrais, ça évite de mettre complètement de l'engrais ou il faut mettre un petit peu d'engrais quand même? Alors, des engrais azotés, on n'en met pas. Ça, on n'en met pas du tout. Enfin, donc, vous n'en mettez pas du tout? Aucun, non. Sur un soja, jamais. Et même, je peux réduire après, quand je mets un blé après mon soja, je peux réduire la dose d'engrais azoté que je mets sur mon blé derrière. D'accord. Alors, en plus, certaines espèces de légumineuses sont capables de libérer le phosphore, on dit, c'est ça, dans le sol. Donc, ça joue également un rôle important. Oui, là, il y a une interaction en fait entre ce qui se passe au niveau de l'azote et ce qui se passe au niveau du phosphore. Donc effectivement, les légumineuses sont des plantes importantes en fait par rapport à la nutrition phosphatée des sols. D'accord. Tout ça, on pourrait considérer quasiment qu'on n'utilise pas d'engrais azotés? Non, allez-y. Dites-moi. Non, sur les engrais azotés, effectivement, on peut totalement s'en passer sur les légumineuses et réduire sur les légumineuses. Il ne faut pas en mettre. Voilà. C'est parce que si on en met, ce qui se passe en fait, c'est qu'il y a une symbiose qui se fait. Donc la plante donne un peu de sève à la bactérie et la bactérie, en échange, fixe l'azote de l'air. Mais si on donne de l'azote minéral à la plante, elle va l'absorber sans avoir à donner la sève à la bactérie. Du coup, elle est fainéante, elle ne va pas donner sa sève, la bactérie ne va pas se développer. D'accord. Et si on commence par mettre un petit peu d'azote minéral chimique sur un soja, par exemple, eh ben, il ne va pas réussir à fixer l'azote de l'air et on sera obligé de lui apporter toute la dose
en engrais chimiques. Donc il ne faut surtout pas en mettre. D'accord, très bien. Alors dans le reportage, il est dit aussi que la rotation des cultures, notamment, permet d'éviter la progression des mauvaises herbes. Vous appelez ça les adventices, voilà. D'accord, et des maladies aussi. Pourquoi? En fait, toutes les plantes ne sont pas sensibles aux mêmes maladies. Donc si dans une rotation de culture, donc les plantes qui se succèdent année après année dans une même parcelle, si on remet toujours les mêmes plantes, finalement, elles vont être beaucoup plus attaquées par les mêmes maladies qui vont proliférer d'année en année. Si au contraire, on change de plante d'une année à l'autre, en fait, ça va permettre de couper le cycle des maladies et donc les plantes vont être beaucoup moins attaquées par les maladies. Vous aussi, ça, sur vos cultures, vous le voyez? Pareil, ouais, tout à fait. Ça fonctionne pareil? Mais oui, c'est des règles agronomiques générales qu'on retrouve partout, quel que soit sous tous les climats, sous tous les horizons. D'accord. Alors si on soulève un dernier point qui était dit aussi dans le reportage, c'est que les légumineuses contribuent également à l'augmentation de la matière organique. Oui. Oui, pas convaincu. Disons qu'elles favorisent l'activité biologique des sols. Par contre, en termes de quantité de matière organique, je serais moins catégorique que ça. D'accord, l'activité biologique, c'est-à-dire les bactéries, les champignons. Voilà, tous les micro-organismes qui se trouvent dans le sol et qui vont ça favoriser la vie du sol. La fertilité du sol, voilà. ça favorise quand même. Oui, oui. Vous le sentez? C'est une question d'équilibre. Cette vie biologique, cette vie des sols, ça va permettre d'attaquer la matière organique du sol et de la transformer en élément nutritif pour la plante. Mais si on ne réapprovisionne pas régulièrement, on va perdre le stock de matière organique à la fin. Donc c'est pour ça que la rotation est intéressante aussi. Les légumineuses activent la vie du sol, mais il faut apporter d'autres plantes après, des pailles, des céréales à la paille, etc., ou du maïs, qui va enrichir le sol en matière organique, et ça va rentrer dans un cycle ensuite. D'accord. Donc si on se résume, pas d'engrais azotés ou quasiment pas, et puis pas de pesticides, moins de pesticides? Un peu moins, oui. En tout cas, on a surtout recours à des désherbants, un ou deux désherbants sur le soja, et ensuite, comme c'est une plante qui a été domestiquée en Asie, majoritairement cultivée en Amérique du Sud, et qui est un peu nouvelle chez nous, c'est une plante qui n'a pas beaucoup de prédateurs ou de ravageurs, donc elle est très peu sensible aussi bien aux maladies qu'aux insectes, contrairement à des blés par exemple, où là on a beaucoup plus de pression avec des maladies. D'accord. On dresse un beau tableau là, des cultures de légumineuses. Arnaud Gauffier, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Quel est le point de vue de votre ONG? C'est certain que, vu sous cet angle-là, les légumineuses, ce sont des plantes assez magiques. Hein, quand on les introduit dans des rotations en France, notamment dans l'agriculture européenne, où on a des rotations qui ont été très simplifiées ces dernières années, où on l'a dit auparavant, on a favorisé les cultures de céréales via les politiques agricoles. Réintroduire des légumineuses, c'est du bon sens agronomique, je dirais, du bon sens de base, et c'est totalement indispensable. Mais moins d'engrais chimiques, ça signifie aussi moins d'émissions de gaz à effet de serre? Expliquez-nous. Effectivement, parce que la fabrication des engrais azotés, des engrais chimiques, émet beaucoup de gaz à effet de serre, notamment du protoxyde d'azote, qui est un gaz qui a 300 fois le pouvoir réchauffant du CO2. Le N2O. Voilà, le fameux protoxyde N2O. d'azote, qui est extrêmement puissant comme gaz à effet de serre. Oui, tout à fait. Et avec les cultures de légumineuses, ça limite ces émissions? Mais étant donné qu'on n'épand pas, qu'on n'utilise pas d'engrais azotés, d'engrais chimiques sur ces cultures, oui, on limite ces émissions, à la fois à la fabrication de l'engrais et à l'épandage. D'accord, alors avec les cultures de légumineuses, les agriculteurs devraient être ravis aujourd'hui de se relancer dans cette culture qui a été un petit peu oubliée finalement. Comment ça se passe du côté des agriculteurs? Ils se développent, ils vont vers... Les surfaces en légumineuses se développent assez fortement. Si on prend l'exemple du soja, depuis 2 ans, on a doublé les surfaces en France. Qu'est-ce qui a fait ça? Qu'est-ce qui les a encouragés? Alors, il y a une modification un petit peu de la politique de Bruxelles, la politique agricole commune. Il y a aussi une volonté, notamment au niveau français, de dire on va arrêter d'importer des sojas qui viennent de l'étranger pour faire du soja plutôt en France. Et notamment pour tous les débouchés, que ce soit en alimentation animale ou en alimentation humaine, qui ont besoin de soja qui sont non OGM. La majorité de la production du soja au niveau mondial est OGM. Ouais. Il y en a très peu au niveau mondial qui est non OGM, et en particulier en France, on est non OGM en soja. D'accord. Donc, plutôt que d'importer du soja non OGM d'ailleurs,
Autant produire sur place du soja non OGM français et le valoriser en France dans des filières bien identifiées, tracées, courtes, qui parlent directement au consommateur, enfin, du producteur jusqu'au consommateur final. D'accord. Est-ce qu'il y a des contraintes malgré tout, cette culture? Il y a des contraintes, oui, c'est très encadré. Il y a des démarches de qualité qui sont en train de se mettre en place pour accompagner tout ce développement de filière. Le prix devrait être aussi en fonction de ces revenus, contraintes. Le prix du soja payé à la tonne devrait être revalorisé en fait en fonction des contraintes pour amener ce soja de qualité tracé pour lequel il y a une assurance vraiment pour les gens qui vont le transformer ou le consommer. Quelque part, ça a un coût, cette assurance-là, et c'est un juste équilibre à trouver entre les coûts de production de l'usine et la rémunération du producteur. Mais cette filière va se mettre en place, je suis sûr qu'on va aboutir, et on va pouvoir encore, l'ambition c'est de développer encore, de doubler les surfaces qu'on a à l'heure actuelle. Donc ça veut dire quadrupler depuis ce qu'on a connu en 2014. Arriver à 250 000 hectares en soja, c'est l'enjeu et l'objectif qu'on va atteindre, je pense. Mais malgré tout, vous voulez dire que c'est moins rentable, ça apporte moins de revenus à un agriculteur de faire de la légumineuse aujourd'hui en France que de faire des céréales? Ça dépend des années. Donc c'est une question production, à prévoir en fonction des années. Oui, voilà. C'est un pari un petit peu sur l'avenir aussi. C'est une gestion en bon père de famille aussi, où on répartit ses risques en disant toutes les cultures ne se valent pas tous les ans. Enfin, il y en a qui sont meilleures que d'autres, ça dépend. Donc on diversifie aussi un petit peu de ce côté-là pour essayer de trouver une pérennité de nos entreprises, nos exploitations. Ouais. D'accord. Et vous faites des recherches justement pour rendre ces cultures plus performantes? Oui, et puis je peux ajouter quelque chose par rapport à ça, c'est que l'intérêt économique, en fait, on le retrouve aussi sur la culture suivante. C'est-à-dire si on compare par exemple sur le poids, une marge de poids, une marge économique de poids par rapport à une marge économique de blé, elle est souvent inférieure chez le pois. Mais par contre, un blé qui va être cultivé derrière un pois va avoir une marge supérieure à un blé cultivé derrière un pois. Donc l'intérêt économique, on le retrouve sur plusieurs années. Mais ça, finalement, ce n'est pas facilement palpable. D'accord. Alors, on vient de voir l'intérêt de la culture des légumineuses chez nous, mais les légumineuses offrent aussi beaucoup d'atouts pour les agriculteurs des pays où les terres sont assez arides. Et je vous propose tout de suite d'écouter Teotardo Cales de la FAO. Il va nous dire ce qu'il en pense. De nombreuses espèces de légumineuses se sont adaptées à des zones où la pluviométrie est très basse et erratique, entre 3 et 400 mm par an. Et ce, soit parce qu'elles ont des racines profondes et peuvent aller chercher de l'eau en profondeur sans faire concurrence à d'autres plantes, ce qui veut dire que l'on peut les planter en compagnie d'autres cultures, soit parce qu'elles n'ont tout simplement besoin que très peu d'eau. Et ces espèces ont aussi cette habilité à libérer le phosphore et à fixer l'azote. Ce qui veut dire que dans ces sols pauvres, ces végétaux ajoutent en fertilité. Dans ces environnements arides, où on ne peut pas cultiver autre chose, pour la sécurité alimentaire des populations vivant dans ces environnements-là, c'est très important d'avoir ce genre d'espèces à disposition. Oui, évidemment, c'est très important pour la sécurité alimentaire dans ces pays. Marie-Hélène Geoffroy, les légumineuses peuvent vraiment être cultivées sur des terres très arides? Ah oui, en fait, ça dépend des espèces. Il y a beaucoup d'espèces. Et voilà, on a une très très grande diversité d'espèces de légumineuses, et il y en a qui sont tout à fait adaptées à des régions très arides, des terres très arides. Lesquelles, par exemple? On les connaît? Il y a certaines qu'on peut trouver chez nous ou pas? Ce sont vraiment des espèces qui sont adaptées Quand on regarde en France, par exemple, c'est sûr que quand on va comparer un soja à un pois chiche, ces deux espèces ne vont pas être adaptées au même terrain. Et bon, on peut penser à l'arachide, par exemple, aussi dans des pays... D'accord. Alors, ce qui est curieux, c'est que ces légumineuses sont capables d'aller chercher l'eau en profondeur. Oui. Quand il y en a. Voilà, quand il y en a. Bon, tout dépend en fait de la situation. Si on compare par exemple en France, c'est clair qu'une légumineuse va aller chercher l'eau moins profondément qu'un maïs par exemple. Mais bon, dans d'autres situations, elles vont pouvoir aller chercher l'eau effectivement dans le sol.
Arnaud Goffier, ça c'est donc forcément quelque chose qu'il faut encourager dans le développement de l'agriculture des pays en voie de développement. Effectivement, surtout ce qu'on a vu dans le reportage, des cultures associées, donc associées une céréale avec une légumineuse, où on aura des co-bénéfices sur à même le champ et ensuite une double récolte pour l'agriculteur. Mais je dirais aussi qu'actuellement, on cultive beaucoup de légumineuses dans le monde. On en cultive assez peu en France, mais dans le monde, on en cultive énormément. On a un problème, c'est que cette culture aussi est assez mal répartie. Le soja, le Brésil, par exemple, l'Amérique du Sud, c'est couvert de soja. Il serait bien qu'on rapatrie une partie de cette culture en Europe pour pouvoir assurer une certaine autonomie de l'Europe en matière d'approvisionnement pour les productions animales et aussi pour avoir moins d'impact sur la déforestation et le changement d'affectation des terres en Amérique du Sud, par exemple. Donc il y a une question de répartition aussi. Il y a une mauvaise répartition. Oui, à l'échelle mondiale, il y a eu une mauvaise répartition. Est-ce qu'on observe, on a vu chez nous qu'il y avait pendant les dernières décennies une décroissance plutôt. En revanche, je pense qu'en Afrique, actuellement, il y a une croissance des cultures. En Afrique, il y a une croissance parce qu'il y a aussi une croissance, une expansion des surfaces cultivées au niveau de l'Afrique. Il y a aussi de nombreux projets de culture de soja qui sont actuellement en train d'être réfléchis, en train d'être en attente de financement aussi, mais cette fois à grande échelle, qui sont des projets industriels. Reste à savoir si ce sera vraiment des projets qui profiteront à l'Afrique et qui ne seront pas destinés à l'export. Il faut vraiment que ce soit des cultures qui bénéficient à l'Afrique. D'accord, mais ces légumineuses aussi sur ces terres arides, elles peuvent apporter plus de fertilité au sol? Oui, bien sûr. Donc c'est important. Voilà, le processus qu'on expliquait tout à l'heure de fixation d'azote, d'activation de la vie biologique du sol, c'est quelque chose qui est important dans ces situations-là. D'accord, vous travaillez aussi sur ces pays, vous, pour la recherche? Oui, il y a des organismes de recherche qui travaillent plus directement dans ces pays, comme le CIRAD. Voilà. D'accord. Vous avez travaillé en Afrique, vous avez travaillé au Mali, vous avez travaillé au Tchad. Exactement. D'accord. Vous avez pu observer? Et il y a une légumineuse dont on n'a pas parlé qui s'appelle Acacia albida. C'est un arbre en fait. C'est un arbre qui a beaucoup d'intérêt pour les agriculteurs et les éleveurs africains parce qu'il va puiser très profondément. C'est un arbre avec ses racines très loin de l'eau dans le sol, va faire du feuillage, un feuillage assez foisonnant. Et ce feuillage va tomber ensuite, va servir de fourrage pour les animaux. Et ensuite, on peut récupérer les déjections de ces animaux pour se servir d'engrais sur les champs qu'il y a autour. Donc cet acacia-là, on ne sait pas que c'est forcément une légumineuse, comme cet arbre-là, fixe l'azote de l'air et du coup apporte beaucoup de fertilité dans les champs africains. D'accord. L'intérêt des légumineuses, en fait, il y a une grande diversité génétique. Ça signifie qu'il y a beaucoup de recherches à faire pour pouvoir les adapter aussi. Est-ce que ça signifie aussi qu'on pourrait adapter des légumineuses pour les éventuels changements climatiques qui vont se présenter? Oui, je pense que c'est quelque chose d'important parce que, par exemple, en France, les légumineuses qu'on a, elles sont quand même assez sensibles à la sécheresse, au changement climatique, aux températures fortes aussi. Et c'est important, en fait, d'améliorer les variétés pour essayer de réduire cette sensibilité, en fait, aux facteurs climatiques de ce type-là. Et il y a des travaux de recherche actuellement très importants sur ce domaine-là. On arrive à limiter le stress thermique de ces plantes? Oui, effectivement, il y a beaucoup de travaux de recherche qui sont menés dans ce sens. Il y a aussi des travaux de recherche qui sont menés dans l'autre sens, c'est-à-dire à adapter des variétés, des légumineuses comme le soja, à des climats plus froids. Par exemple, essayer de faire remonter la limite de culture de soja vers la Normandie, la Picardie, voire il y a même des essais aux Pays-Bas actuellement de culture de soja. Avec des rendements qui pour le moment ne sont pas satisfaisants, mais il y a des travaux dans ce sens. D'accord. Alors on sait que 2016, c'est l'année internationale des légumineuses, mais on a l'impression qu'on redécouvre ça d'un seul coup. Pourquoi? Chez les agriculteurs, ça avait disparu? C'est un peu comme les légumes oubliés, les lentilles, etc. Oui, mais quand on vient de le voir là, en plus, appuyé sur des arguments scientifiques, j'espère, fondés, incontournables. Non, mais c'est vrai que ça présente quand même beaucoup d'intérêt dans tous les pays pour la sécurité alimentaire, et on a l'impression un petit peu de le redécouvrir comme par magie. Alors, disons que c'est depuis la révolution agricole du Moyen-Âge qu'on a introduit les légumineuses dans les rotations d'agriculture dans l'Europe occidentale. Donc, ça fait longtemps qu'il y a ce savoir-faire, cette connaissance agronomique de l'intérêt de ces plantes. Le problème est plus économique ce sont les céréales avant tout qui génèrent une rentabilité. Les légumineuses apportent quelque chose aux céréales dans la rotation, tout un tas d'intérêts agronomiques, mais économiquement, c'est parfois un peu juste.
ce qui fait qu'on a un peu du mal. Donc ça va dépendre aussi un peu des modifications des régimes alimentaires des gens. Si vous mangez plus de falafel, on fera plus de pois chiches et de fèves. D'accord. Et donc il y aura plus de légumineuses. Donc il faut travailler à tous les niveaux et essayer de mieux les faire connaître chez les consommateurs et puis chez les producteurs aussi peut-être. Est-ce que les agriculteurs sont bien informés sur les avantages de la culture des légumineuses? Ça, ils connaissent, ils connaissent. bien évidemment tous les intérêts de ces cultures-là, mais après, c'est vraiment un choix de gestion. Il y a des choix politiques derrière qui peuvent expliquer en fait la prééminence des cultures de céréales au détriment des cultures de légumineuses. Il y a des choix de politique agricole, de grandes orientations, qui ont fait qu'il est beaucoup plus rentable de cultiver des céréales que des légumineuses. Donc il s'agit aussi de jouer sur les politiques publiques, en particulier la PAC et certains grands accords aussi qui sont en négociation. C'est ce qui se passe actuellement. C'est ce qui se passe actuellement. On a vu un infléchissement de la politique agricole commune lors de la dernière réforme vers une meilleure valorisation des légumineuses, notamment en France. Mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. Et il faut aussi manger plus de protéines végétales, effectivement. Ça permettra d'encourager et de mieux valoriser ce Ça, c'est pour les consommateurs. Il faut manger plus de protéines végétales. Et moins manger de viande, parce qu'il ne s'agit pas de tout augmenter. Évidemment. Ça, on en a parlé dans une autre émission. Du moins, il faut rééquilibrer. Ouais. On est bien d'accord là-dessus? Très bien. Eh bien, merci beaucoup d'avoir apporté toutes ces graines de connaissances. Et puis, écoutez, ça, c'était le dernier volet. Si vous voulez revoir notre série d'émissions, c'est sur Campagne TV. C'est aussi sur le site de l'espritsorcier.org. Et sur le site de l'espritsorcier.org, vous avez un dossier complet sur les protéines végétales et sur les légumineuses. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt.